Nous allons passer aux questions. Je vous rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que 2 personnes dans l'assistance se sont inscrites en quelque sorte pour intervenir. Elles auront donc la parole en tout premier. Et je propose d'entendre d'abord M. Ralf Kusters. Bonjour, un grand merci au CETIM de nous avoir insérés dans un programme déjà très serré. Donc j'ai préparé une petite présentation qui est vraiment succincte, très courte, sur une vague de révision de contrats ou de situations en Afrique pour le secteur minier qui s'est déroulé entre 2006, on peut dire 2005, 2006 et 2010. Vous allez voir un tableau avec des expériences dans différents pays. On pourrait élaborer sur ce tableau cet après-midi dans les ateliers. Une dizaine de pays. En gros, vous voyez 2 cases vertes. Bon, ça c'est une des conclusions à tirer. On peut passer au suivant. Mais donc, tout d'abord, vous avez la période à partir de 2005. Ça correspond évidemment au fameux boom minier. Et on peut conclure que l'Afrique, à ce moment-là, veut son part du gâteau. On peut dire également, pour ce qui est du Libéria, que le Libéria a renégocié un contrat avec Mittal Steel avant que Mittal soit fusionné avec Arcelor et donc devenu beaucoup plus fort. On peut dire que cette renégociation a été entamée en 2006, au moment où Mittal était encore relativement faible, pour ainsi dire. Au suivant, s'il vous plaît. L'inspiration, d'où vient cette vague de révision de contrats ou d'accords sur les revenus des extractions minières? Mais je dirais, et c'est évidemment une conclusion mais très générale, on dirait que l'inspiration est bourgeoise. Je veux dire par ça qu'elle est initiée par des gouvernements, essentiellement par des gouvernements. Je réfère à l'année 2000, où vous voyez l'émergence d'une association de têtes d'État, surtout qui est appelée le NEPAD, Nouvelle Dynamique Économique en Afrique. Lorsque des États vont renégocier des contrats miniers, c'est un symptôme, pour ainsi dire, de cette émergence d'une nouvelle élite en Afrique. Donc, c'est surtout des gouvernements qui entament des négociations avec des entreprises minières. Mais les 2 cases vertes que vous avez vues dans le premier tableau, là, il s'agit de mobilisation populaire. Donc, dans 2 cas seulement, cette initiative a été initiée, pour ainsi dire, par des mobilisations populaires. Ça a été le cas en Guinée, où en 2007, janvier et février 2007, vous avez eu une grève nationale qui avait comme une des revendications de justement renégocier les contrats avec des entreprises étrangères dans le secteur minier. Autre inspiration de type populaire en Zambie, où en 2006, lors des élections générales en Zambie, la revendication du mouvement syndical était clairement d'également renégocier les contrats avec les entreprises étrangères minières. Contagion, je pense bien qu'il a eu contagion au sein de l'Afrique parce que un modèle a été appliqué dans plusieurs pays
Donc c'est le modèle de constituer un comité interministériel au sein du gouvernement, ou bien un comité qui est très proche du gouvernement. Il y a eu des concertations en Afrique de l'Ouest en 2008, soutenues par la Banque mondiale, par la Banque africaine de développement, entre autres, le CEDEAO, donc l'Organisation régionale de développement économique de l'Afrique de l'Ouest, qui a certainement soutenu, enfin, on pourrait dire amplifier la contagion régionale en Afrique de l'Ouest. Et puis, mais j'ai mis avec des points d'interrogation, est-ce que l'exemple de la Bolivie, justement, a servi d'inspiration à certains gouvernements en Afrique? Je n'ai pas des éléments en main, mais je suppose que ça a clairement été le cas. La chronologie correspond parfaitement bien. La suivante, s'il vous plaît. Et les résultats sont très relatifs, pour ne pas dire décevants. Vous voyez le cas de la RDC, donc le Congo. Je pense que là, le résultat est le plus consistant, parce que le Congo, dans mes yeux, a été le pays le plus courageux pour, dans ce contexte, parce qu'en 2007, le Congo, le gouvernement fraîchement élu, a décidé de revoir une soixantaine de contrats miniers, et parmi ses adversaires, il y avait des entreprises vraiment très importantes. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines seulement, le tout dernier contrat a été conclu, la toute dernière renégociation, avec, pour le dossier de TFM, Tenke-Fungurume Mining, dans lequel vous retrouvez un des producteurs d'or des plus importants du monde, l'entreprise américaine Freeport-McMoRan. Donc je pense que là, le résultat a été le plus consistant, mais lorsque vous allez le chiffrer en retombées, par exemple, pour la trésorerie congolaise, il s'agit de quelques dizaines de millions de revenus supplémentaires par an. Donc, en relation avec les envergures des contrats, c'est assez décevant, c'est très relatif. Mais le processus n'est pas terminé. Je pense que les résistances, évidemment, sont considérables. J'ai cité la société américaine Freeport. Les antagonistes étrangers, souvent, sont très puissants. Lorsqu'on voit le cas de la Guinée, par exemple, à ce moment, on a le gouvernement guinéen a devant soi l'entreprise Rio Tinto. Je dois ajouter que ce processus a été interrompu dans plusieurs pays par des circonstances politiques. En Guinée, par exemple, vous avez eu un coup d'État fin 2008. Et donc, inconsistance dans le chef des gouvernements ou des élites politiques, mais tout de même, et donc inconsistance qui mène à, on dit les tergiversations en français, des politiques qui méandrent, qui suivent des courbes très curieux, pour le monde extérieur difficile à comprendre. D'où également des résultats très relatifs. Mais les antagonistes étrangers sont parfois très, très puissants. Et puis les antagonistes nationaux sont aussi, très souvent il s'agit des chambres des entreprises minières. Et pour cette raison, lorsque vous allez vérifier le premier tableau, vous n'allez pas retrouver l'Afrique du Sud, parce que là, bon, on peut presque parler d'une économie de type occidental,
dans lequel les entreprises privées sont extrêmement bien organisées et où, dans le gouvernement, actuellement, il y a un grand débat sur la nationalisation, mais forte réticence également dans le gouvernement pour vraiment aller de l'avant sur la nationalisation, parce que le secteur minier est tellement important dans ce pays et ses représentants sont tellement puissants, aussi bien représentés même dans le gouvernement en Afrique du Sud. Et dernier facteur de résistance, évidemment, c'est la crise économique mondiale qui a conduit presque tous les gouvernements à un certain pragmatisme. Ils ont reculé devant les constats des impacts de la crise économique. Bon, c'est ça un peu l'essentiel. On pourra élaborer cet après-midi, je pense, dans les ateliers sur ce sujet. Merci. Merci de cette contribution.